Bonjour, bienvenue dans cette session de révision consacrée à un chapitre essentiel de votre programme Tourisme et Territoire, le tourisme rural et vert. C'est un sujet vraiment d'actualité, passionnant, et on va décortiquer ça ensemble. Alors, on le voit bien, face à un tourisme de masse qui peut parfois se saturer, de plus en plus de voyageurs cherchent autre chose, une expérience différente. On est en quête d'authenticité, de paysages qui respirent, de calme et surtout d'un vrai contact avec la nature. Eh bien, c'est exactement ça, la promesse du tourisme vert, une vraie bouffée d'oxygène, loin de l'agitation. Pour que notre révision soit bien claire et structurée, voilà le plan qu'on va suivre. On va d'abord définir précisément le tourisme vert. Ensuite, on verra comment il peut être un vrai moteur de développement, puis on abordera son paradoxe économique, un point très important, on enchaînera sur les stratégies pour le rendre durable, et on finira par une petite conclusion sur son avenir. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Première étape, posons les bases. Le tourisme vert, qu'est-ce que c'est concrètement ? La définition en soi est assez simple. Le tourisme vert, ça englobe toutes les formes de tourisme qui se passent à la campagne, en milieu rural. Mais attention, l'élément vraiment clé, c'est la motivation du touriste. On ne vient pas chercher des grands monuments ou des parcs d'attractions, on vient chercher le calme, l'authenticité et cette fameuse reconnexion à la nature. Et regardez ce chiffre, il est juste énorme et il montre bien le potentiel de ce secteur en France. 80% du territoire national est considéré comme rural. Ça veut dire que le terrain de jeu pour le tourisme vert est absolument immense. Pour que cette idée d'espace rural soit bien concrète, on peut prendre l'exemple d'un département comme le Cantal. C'est vraiment l'archétype de la destination tourisme vert. On y va pour les paysages, les produits du terroir et surtout pour ce sentiment de tranquillité. Alors, qui sont ces fameux touristes verts ? Le profil type, c'est souvent une clientèle plutôt jeune, qui vit en ville et qui est de plus en plus sensible aux questions d'écologie et de développement durable. Ce sont des gens qui cherchent activement à fuir les foules pour se ressourcer, pour prendre un vrai bol d'air pur. Bon, maintenant qu'on a bien défini le concept, passons à la deuxième partie. On va voir que ce tourisme, c'est bien plus qu'une simple tendance, c'est un véritable levier de développement pour les territoires ruraux. Les impacts positifs sont vraiment nombreux. Le tourisme vert, c'est un super outil pour lutter contre le déclin de certaines zones, à la fois économiques et démographiques. Ça permet aux agriculteurs d'avoir d'autres sources de revenus, ça aide aussi à maintenir les petits commerces, l'épicerie, le bar, et bien sûr, ça met en valeur le patrimoine, qu'il soit naturel ou bâti. Et voilà des exemples très concrets de ce qu'on appelle la diversification. De plus en plus d'agriculteurs ne se contentent plus de produire, ils proposent aussi des services touristiques, comme la vente directe de leurs produits. C'est un revenu complémentaire qui devient parfois vital, et en plus, ça recrée du lien. Et c'est la même logique pour le patrimoine architectural. L'attrait d'un village magnifique comme Rocamadour, par exemple, ça ne fait pas que générer des revenus touristiques. Ça peut aussi convaincre de nouvelles personnes, les fameux néo-ruraux, de venir s'y installer, ce qui participe à la revitalisation du village sur le long terme. Alors jusqu'ici, le tableau est plutôt idyllique, mais on doit maintenant aborder un point plus complexe qu'on appelle le paradoxe économique. Parce que oui, ce tourisme est de plus en plus populaire, mais il peine parfois à générer les retombées économiques qu'on pourrait attendre. Et ce paradoxe, il s'explique en très grande partie par ce chiffre 70%. C'est la part de l'hébergement en milieu rural qui est non marchand. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la majorité des séjours ne génèrent pas de transactions financières directes pour le logement. Pour que ce soit bien clair, d'un côté on a l'hébergement marchand, les hôtels, les campings, les gîtes, bref, tout ce qui se paie, de l'autre, le non marchand, quand on va chez des amis, dans la famille ou dans sa propre résidence secondaire. Et forcément, dans ces cas-là, les dépenses sur place sont souvent moins importantes. D'ailleurs, même dans l'offre marchande, on trouve beaucoup de petites structures, comme les gîtes ou les chambres d'hôtes. C'est une très bonne chose, ça génère des revenus localement, mais ça participe à un modèle économique différent, plus diffus, qui n'est pas celui des grands groupes hôteliers traditionnels. Alors, face à ce défi économique, quelle est la bonne stratégie ? C'est ce qu'on va voir dans cette quatrième partie. Et l'idée maîtresse, elle est simple, mais fondamentale. Il faut protéger pour pouvoir se développer. Le point de départ, c'est de comprendre que la ressource principale du tourisme vert, son capital, c'est la nature et les paysages. Donc, la protéger, ce n'est pas une contrainte, c'est la condition même de son existence et de son développement. Les parcs nationaux, comme celui des Cévennes, sont l'exemple parfait. Ils protègent un environnement exceptionnel tout en organisant une offre touristique de qualité autour. Et bien sûr, cette protection, elle passe par une réglementation claire. Ça peut sembler contraignant, mais c'est ce qui garantit que les activités touristiques ne vont pas détruire ce que les gens viennent chercher. C'est un équilibre à trouver, mais il est essentiel pour la durabilité du modèle. Pour aider à structurer cette offre et à la valoriser, on a vu se multiplier tout un tas de labels et de classements. Il faut les voir comme des garanties de qualité. Plus beau village de France, stations vertes, les parcs naturels régionaux. Tous ces outils aident à la fois à protéger les sites et à les rendre plus visibles pour les touristes. Ce qui est très intelligent avec un label comme celui des plus beaux villages de France, c'est qu'il agit sur deux plans.
D'un côté, il impose au village des règles de préservation assez strictes, mais de l'autre, il lui offre une visibilité incroyable et devient un formidable outil de marketing territorial. Voilà, on arrive à la fin de notre parcours de révision. Il est temps de synthétiser tout ça et de se projeter un peu sur l'avenir. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que le tourisme vert est globalement perçu comme un modèle très positif. Il est souvent plus accessible financièrement, il est plus respectueux des territoires et des cultures locales, et il crée des ponts, il favorise le dialogue entre les citadins et les ruraux. C'est un tourisme à taille humaine. Mais la grande question qui se pose pour l'avenir, c'est celle-ci. Face à son succès grandissant, comment ce tourisme peut-il continuer à se développer sans tomber dans les pièges qu'il cherche justement à éviter? C'est-à-dire sans perdre ce qui fait toute sa valeur, son authenticité et son calme. Je vous laisse réfléchir là-dessus. J'espère que cette présentation vous aura été utile pour vous réviser. Bon courage pour vos examens et à bientôt.